Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, les habitants d'Hiroshima commençaient leur journée comme n'importe quel autre lundi. Des écoliers marchaient vers leur classe. Des ouvrières prenaient leur poste dans les usines de guerre. Des soldats faisaient leur revue matinale dans les casernes. Des médecins ouvraient les portes de leurs hôpitaux. Des enfants jouaient dans les cours. À 8h14, un avion américain volant à 9000 mètres d'altitude largua un cylindre de métal gris de 4 mètres de long au-dessus du centre de la ville. 43 secondes plus tard, à 8h15 précise, une lumière plus brillante que 1000 soleils déchira le ciel au-dessus d'Hiroshima. En moins d'une seconde, la température au sol atteignit 4000 degrés. En moins d'une minute, une ville de 350 000 habitants n'existait plus. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas seulement l'histoire d'une bombe. C'est l'histoire du jour où l'humanité franchit une frontière qu'elle n'avait jamais franchie, celle de la destruction instantanée d'une civilisation entière par une seule décision prise par un seul homme appuyant un seul bouton. Si l'histoire des moments qui ont changé le monde vous touche profondément, abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour ne manquer aucune de nos prochaines reconstitutions. Pour comprendre ce qui se produisit au-dessus d'Hiroshima ce matin d'août, il faut remonter plusieurs années en arrière, à une époque où la bombe elle-même n'était encore qu'une équation sur un tableau noir. En 1938, deux physiciens allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, réussirent à démontrer expérimentalement la fission nucléaire, le phénomène par lequel un noyau d'uranium frappé par un neutron se scinde en libérant une quantité d'énergie colossale et en projetant d'autres neutrons capables de déclencher de nouvelles fissions en chaîne. La physicienne Lise Meitner, exilée en Suède après avoir fui le régime nazi, calcula les implications théoriques de cette découverte avec une précision que ses collègues trouvèrent à la fois fascinante et terrifiante. Ce que la physique venait de démontrer, c'est qu'il était théoriquement possible de libérer en une fraction de seconde une énergie équivalente à des milliers de tonnes de dynamite conventionnelle, en utilisant une quantité de matière ne pesant que quelques kilogrammes. Cette nouvelle atteignit les États-Unis par les canaux scientifiques habituels, mais ce fut Albert Einstein qui lui donna son poids politique véritable. En août 1939, convaincu par le physicien Léo Szilard de l'urgence de la situation, Einstein signa une lettre adressée directement au président Franklin Roosevelt, l'avertissant que l'Allemagne nazie travaillait probablement à développer une telle arme et que les États-Unis devaient impérativement lancer leurs propres recherches avant que le régime hitlérien ne parvienne à une percée décisive. Roosevelt prit la menace suffisamment au sérieux pour autoriser les premières études préliminaires qui débouchèrent en 1942 sur la création du projet Manhattan, le programme de recherche le plus secret, le plus coûteux et le plus ambitieux de toute l'histoire militaire américaine. 2 milliards de dollars furent investis, 130 000 personnes y travaillèrent simultanément à des niveaux de confidentialité si stricts que la plupart des ouvriers des usines de production ignoraient complètement la nature de ce qu'ils fabriquaient. Le vice-président Harry Truman, lui-même, n'en fut informé qu'à l'accession à la présidence, après la mort de Roosevelt en avril 1945. Le directeur scientifique du projet était Robert Oppenheimer, un physicien théoricien de 40 ans, intellectuel brillant et tourmenté, qui dirigea depuis le laboratoire secret de Los Alamos au Nouveau-Mexique une équipe rassemblant certains des esprits les plus remarquables de la physique mondiale, parmi lesquels Enrico Fermi, Niels Bohr et Hans Bethe. Ces hommes savaient exactement ce qu'ils construisaient, et beaucoup d'entre eux portaient des doutes moraux profonds sur les implications de leur travail. Doutes qu'ils mirent temporairement de côté en se concentrant sur la menace que représentait une Allemagne nazie
qui pourrait avoir la même arme. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique de l'histoire fut testée sur le site de Trinity. L'explosion libéra une énergie équivalente à 21 000 tonnes de TNT et produisit un champignon de nuages s'élevant à 12 km d'altitude. Oppenheimer, observant l'explosion depuis un bunker à 16 km, murmura une phrase tirée des textes sacrés hindous. « Je suis devenu la mort, destructrice de monde. » L'Allemagne avait capitulé 2 mois plus tôt. La bombe était prête. Et le seul ennemi encore en guerre contre les États-Unis était désormais le Japon. Et c'est précisément là que la décision la plus lourde de conséquences de toute la Seconde Guerre mondiale allait être prise. Restez avec nous, car ce qui se passa entre le test de Trinity et le matin du 6 août révèle des débats moraux et stratégiques dont les questions fondamentales n'ont jamais reçu de réponse définitive. En juillet 1945, la situation militaire dans le Pacifique était techniquement favorable aux États-Unis, mais humainement dévastatrice dans les prévisions pour la suite. Les batailles successives d'Iwo Jima et d'Okinawa avaient montré que les soldats japonais se battaient jusqu'à la mort plutôt que de se rendre, provoquant des pertes américaines considérablement supérieures à ce que les planificateurs militaires avaient anticipé. Les estimations pour une invasion terrestre du Japon, prévue pour novembre 1945 sous le nom d'opération Downfall, variaient entre 250 000 et 1 million de morts américains et plusieurs millions de victimes japonaises, civiles et militaires confondues, compte tenu de la politique de résistance totale promulguée par le gouvernement japonais, qui organisait des milices civiles armées de bambou dans tout le pays. Le gouvernement américain du nouveau président Truman était confronté à un choix impossible entre plusieurs options toutes coûteuses en vies humaines. Continuer les bombardements conventionnels, déjà dévastateurs, les raids incendiaires sur Tokyo du mois de mars ayant tué plus de 100 000 personnes en une seule nuit. Accepter une invasion terrestre avec ses millions de morts prévisibles. Ou utiliser cette arme nouvelle dont personne ne connaissait encore les effets sur une population réelle. Le 25 juillet 1945, Truman approuva l'ordre de largage des bombes atomiques disponibles sur des villes japonaises à partir du 3 août, dès que les conditions météorologiques le permettraient. 4 villes avaient été présélectionnées comme cibles potentielles: Hiroshima, Kokura, Nagasaki et Niigata, choisies en partie précisément parce qu'elles n'avaient pas encore été bombardées massivement, permettant ainsi de mesurer avec précision les effets de la nouvelle arme. Hiroshima présentait des caractéristiques particulièrement pertinentes sur le plan militaire. Siège du quartier général de la 2e armée japonaise et centre de communication stratégique, elle était encadrée de collines qui, selon les physiciens du projet Manhattan, amplifieraient l'effet de souffle de l'explosion en le réfléchissant vers le centre de la ville. Sa population civile, d'environ 350 000 habitants, ne constituait pas un facteur militaire dans cette décision. C'était une cible militaire entourée de civils, une distinction que la réalité de l'explosion allait rendre entièrement théorique. Le 5 août 1945, dans la base aérienne américaine de Tinian dans les îles Mariannes, le colonel Paul Tibbets supervisa personnellement le chargement de la bombe dans la soute de son B-29, un bombardier qu'il avait baptisé Enola Gay en hommage à sa propre mère. La bombe portait le nom de « Little Boy », un euphémisme d'une légèreté presque incompréhensible pour désigner un engin de 64 kg d'uranium hautement enrichi, capable de détruire une ville entière. L'équipage de 12 hommes avait été informé de la nature exceptionnelle de leur mission sans que la plupart d'entre eux aient véritablement réalisé ce que les mots « bombe atomique » signifiaient concrètement. Les pilotes avaient reçu des lunettes de protection spéciales,
et des instructions précises pour effectuer un virage de 70 degrés immédiatement après le largage afin de mettre une distance maximale entre l'avion et le point d'explosion. À 2h45 du matin le 6 août 1945, l'Enola Gay décolla de Tinian et prit cap au nord-ouest vers les côtes japonaises. 2 avions d'observation l'accompagnaient à distance pour mesurer et photographier les effets de l'explosion. Le vol dura 6 heures. À bord, les membres d'équipage mangèrent, dormirent par roulement et échangèrent peu. Le copilote Robert Lewis tint un journal de bord pendant le vol dont les phrases laconiques reflètent l'étrange normalité de ces heures de traversée vers l'événement le plus extraordinaire de leur vie. À 7h09, les radars japonais détectèrent le groupe d'avions et déclenchèrent brièvement l'alerte aérienne à Hiroshima, mais la veille conclut rapidement à une reconnaissance de routine et l'alerte fut levée. La présence de seulement 2 ou 3 avions n'inquiétait généralement pas les défenses japonaises, habituées aux grandes formations de bombardiers conventionnels. Ce matin-là, 2 ou 3 avions semblaient inoffensifs. Cette évaluation représenta le dernier jugement erroné d'une ville qui avait encore 40 minutes d'existence normale devant elle. Restez avec nous, car les 43 secondes qui suivirent le largage de la bombe représentent le moment précis où le monde changea de nature. Et jamais ce changement ne fut aussi brutal, ni aussi irréversible dans toute l'histoire humaine. À 8h09 du matin, l'Enola Gay atteignit Hiroshima à une altitude de 9000 mètres. La météo était parfaite, le ciel dégagé, la visibilité excellente. Le bombardier Ferebi, positionné derrière son viseur de précision, chercha le point de largage désigné, le pont Aioi en forme de T au centre d'Hiroshima, une structure parfaitement reconnaissable depuis l'altitude. À 8h15, le signal automatique déclencha l'ouverture des soutes et Little Boy tomba dans le vide. L'Enola Gay, allégé de 4 tonnes en quelques secondes, bondit vers le haut et Tibbets amorça immédiatement le virage d'évitement de 70 degrés en inclinant le bombardier presque à la verticale pour prendre la distance maximale le plus rapidement possible. 43 secondes s'écoulèrent pendant que la bombe chutait vers la ville, freinée par un parachute stabilisateur pour atteindre l'altitude d'explosion programmée de 570 mètres au-dessus du sol. À 8h15 et 43 secondes, le mécanisme de détonation fonctionna exactement comme prévu. Une masse sous-critique d'uranium fut projetée dans une autre masse sous-critique à une vitesse suffisante pour déclencher la réaction en chaîne. Ce qui se produisit alors en moins d'1 microseconde libéra une énergie équivalente à 15 000 tonnes de NT conventionnelle. La température au point d'explosion atteignit plusieurs millions de degrés, comparable à la surface du Soleil. Une boule de feu de 250 mètres de diamètre se forma et se dilata vers le sol. L'onde de pression qui en résulta se propagea dans toutes les directions à la vitesse du son, soufflant tout ce qui existait dans un rayon de 2 km depuis le point d'explosion avec une force dépassant plusieurs tonnes par mètre carré. L'onde thermique qui précédait l'onde de pression carbonisa instantanément tout être vivant exposé à l'air libre dans un rayon d'1 kilomètre, certains corps ne laissant que des ombres permanentes gravées dans le béton des trottoirs par l'intensité du flash, fantômes de silhouettes humaines que les archéologues retrouveront encore des décennies plus tard. À l'intérieur de l'Enola Gay, qui se trouvait alors à près de 18 km du point d'explosion, le copilote Lewis décrivit dans son journal une lumière violette soudaine qui inonda le cockpit, suivie d'une onde de choc qui secoua le bombardier comme un coup reçu par une main invisible. Regardant vers l'arrière depuis sa fenêtre, il observa quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais vu de ses propres yeux depuis un avion. Un champignon de nuages, blanc au cœur et violet à sa périphérie,
s'élevaient à une vitesse vertigineuse vers l'altitude où ils se trouvaient eux-mêmes, dépassant 9000 mètres en quelques minutes, portant à sa base une colonne de fumée noire qui avalait ce qui avait été la 3e plus grande ville militaire du Japon. Dans son journal, Lewis écrivit simplement « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» À Hiroshima, ceux qui survécurent aux premières secondes se retrouvèrent dans un monde qu'aucun être humain n'avait jamais eu à traverser. Le médecin Michihiko Hachiya, directeur de l'hôpital de la communication d'Hiroshima, était chez lui à quelques centaines de mètres de son hôpital quand la bombe explosa. Il fut projeté dans son jardin par l'onde de souffle, ses vêtements brûlant sur son corps, son visage lacéré par les éclats de verre. Se relevant, il tenta de marcher vers son hôpital et croisa dans les rues une scène que ses mots, écrits plus tard dans son journal intime, peinent encore aujourd'hui à transmettre dans toute leur réalité. Des milliers de personnes marchaient en silence dans les rues dévastées, certaines tenant dans leurs bras des parties de leur propre corps, d'autres avançant les bras tendus devant elles pour empêcher leur peau carbonisée de frotter contre le reste de leur corps, dans une procession silencieuse que Hachiya compara à des fantômes dans un monde qui avait cessé d'être réel. Son hôpital, quand il parvint à l'atteindre, était rempli de blessés, bien avant que le personnel médical ait compris ce qui s'était passé. Les infirmières soignaient des brûlés sans bandage, sans médicaments, sans anesthésiant, souvent blessées elles-mêmes, dans un bâtiment dont les fenêtres avaient toutes explosé vers l'intérieur. Le bilan humain des premières heures est encore aujourd'hui difficile à établir avec une précision absolue, précisément parce que les registres civils, les listes médicales et les documents administratifs furent détruits avec tout le reste. Les estimations varient selon les sources entre 70 000 et 80 000 morts dans les premières secondes et minutes suivant l'explosion, auxquels s'ajoutèrent entre 40 000 et 50 000 décès supplémentaires dans les jours et semaines suivants, victimes des brûlures, des traumatismes internes et d'un phénomène que personne à Hiroshima ne comprenait encore, les radiations. Le syndrome d'irradiation aiguë, provoqué par l'exposition au rayonnement émis par l'explosion, tuait ses victimes avec un décalage de plusieurs jours à plusieurs semaines, d'abord par des nausées et des fièvres inexpliquées, puis par la chute des cheveux, des hémorragies internes, une destruction progressive du système immunitaire et finalement la mort dans des souffrances que les médecins de l'époque ne savaient ni diagnostiquer ni traiter, faute de comprendre ce qui les provoquait. Dans les jours qui suivirent le bombardement, les premières informations à parvenir à Tokyo étaient tellement fragmentées et contradictoires que le gouvernement japonais prit plusieurs heures à comprendre qu'une seule bombe avait pu provoquer une telle destruction. Les communications avec Hiroshima avaient simplement cessé, la ville ayant disparu du réseau ferroviaire et des lignes téléphoniques comme si elle avait été effacée d'une carte. Ce ne fut que lorsqu'un avion de reconnaissance militaire japonais survola les ruines et transmit ses observations que la direction de l'armée comprit l'ampleur réelle du désastre. Le 9 août, 3 jours seulement après Hiroshima, une deuxième bombe atomique baptisée Fat Man fut larguée sur Nagasaki, tuant entre 40 000 et 80 000 personnes supplémentaires. 2 semaines après Hiroshima, le Japon annonça sa capitulation sans condition le 15 août 1945, dans un discours radio-historique de l'empereur Hirohito, premier contact direct de la majorité de la population japonaise avec la voix de son souverain, un discours qui fit pleurer des millions de personnes dans les rues d'un pays qui, jusqu'à la veille, avait été conditionné depuis l'enfance à combattre jusqu'à la mort, plutôt que d'accepter la défaite. La question morale centrale que pose le bombardement d'Hiroshima n'a jamais reçu de réponse définitive dans les décennies qui ont suivi et continuent de diviser profondément les historiens, les philosophes et les décideurs politiques. Les partisans de la décision de Truman font valoir que les estimations de victimes d'une invasion terrestre du Japon dépassaient largement le bilan humain des 2 bombes combinées, que le gouvernement japonais avait rejeté toutes les demandes de capitulation,
et que la rapidité de la fin de la guerre épargna également des millions de victimes civiles asiatiques qui mouraient chaque semaine sous l'occupation japonaise en Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est. Les opposants à cette décision soulignent que le Japon négociait secrètement une capitulation à travers des intermédiaires soviétiques au moment du bombardement, que des alternatives moins dévastatrices existaient comme une démonstration de la bombe sur un site inhabité, et que la décision de cibler délibérément une ville civile représentait une violation fondamentale des principes de distinction entre combattants et non-combattants qui constituent le socle du droit international de la guerre. Ces deux lectures coexistent encore aujourd'hui, sans que l'une ait définitivement supplanté l'autre, ce qui explique pourquoi Hiroshima reste l'un des événements les plus débattus de tout le XXe siècle. Ce qui est certain, en revanche, c'est ce que le bombardement d'Hiroshima changea dans la nature même des relations entre États et dans la manière dont l'humanité pensa la guerre après 1945. La doctrine de la dissuasion nucléaire qui structura toute la guerre froide repose sur un paradoxe directement né de l'expérience d'Hiroshima. L'arme nucléaire est si destructrice qu'elle rend la guerre totale entre grandes puissances rationnellement suicidaire, et c'est précisément cette certitude de destruction mutuelle assurée qui empêche son utilisation réelle. Cette logique terrifiante, dans laquelle la sécurité mondiale repose sur la garantie que personne ne peut survivre à une guerre nucléaire, continue de gouverner les relations entre puissances nucléaires 7 décennies après qu'un bombardier américain vola 6 heures depuis une île du Pacifique vers une ville japonaise par un matin d'août sans nuages. Hiroshima existe encore aujourd'hui, reconstruite entièrement depuis les cendres de 1945, avec une population de près d'1,2 million habitants. En son centre se trouve le parc du Mémorial de la Paix, construit précisément à l'épicentre de l'explosion, autour des ruines du dôme de Genbaku, le bâtiment industriel dont le squelette de béton survécut miraculeusement à l'explosion parce qu'il se trouvait presque directement sous le point de détonation, absorbant l'onde de choc verticalement plutôt que latéralement. Ce dôme, maintenu volontairement dans son état de ruine, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 et attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Chaque 6 août à 8h15 du matin, une cloche sonne à Hiroshima et toute la ville observe une minute de silence exactement au moment où la bombe explosa 79 ans plus tôt. Les survivants du bombardement, connus au Japon sous le nom de Hibakusha, les personnes exposées à la bombe, obtinrent en 2024 le prix Nobel de la paix à travers Nihon Hidankyo, l'organisation qui les représente, pour leur témoignage inlassable contre les armes nucléaires. Robert Oppenheimer, le père scientifique de la bombe, consacra une grande partie des années suivantes à militer contre la prolifération nucléaire, convaincu que ce qu'il avait contribué à créer représentait une menace existentielle pour la civilisation humaine. Il fut récompensé pour cette prise de position par une enquête sur sa loyauté menée en 1954 qui lui retira son habilitation de sécurité pendant la période macartiste. Une ironie amère pour l'homme qui avait dirigé le programme militaire le plus secret des États-Unis. Paul Tibbets, le pilote de l'Enola Gay, ne manifesta publiquement aucun remords jusqu'à sa mort en 2007 à l'âge de 92 ans, affirmant jusqu'à la fin avoir accompli son devoir militaire dans le contexte de la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Il demanda dans son testament à ne pas avoir de pierre tombale pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de protestation ou de pèlerinage. Il fut incinéré et ses cendres dispersées en mer. Ce qui s'est passé le 6 août 1945 à 8h15 du matin n'est pas seulement l'histoire d'une bombe, d'une décision ou d'une guerre. C'est le moment précis où l'humanité découvrit qu'elle avait acquis le pouvoir technique de s'auto-détruire entièrement, et où elle comprit pour la première fois dans son histoire que le plus grand danger qui pesait désormais sur sa survie n'était plus un ennemi extérieur, un empire rival ou une idéologie adverse,
mais sa propre capacité à transformer la connaissance scientifique la plus fondamentale en l'instrument de destruction le plus absolu jamais conçu. Hiroshima ne fut pas simplement une catastrophe militaire. Ce fut le début d'une ère nouvelle dans laquelle chaque décision de paix ou de guerre est désormais prise à l'ombre d'un champignon atomique qui ne disparaîtra jamais complètement de l'horizon de la conscience humaine. Si vous avez aimé cette reconstitution du bombardement d'Hiroshima du 6 août 1945, laissez un like et abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire quel autre moment décisif de l'histoire mondiale vous aimeriez voir reconstitué dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.